Merci beaucoup pour cette introduction, Gérard. Et donc, ce premier exposé va vous parler de patients numériques et d'intelligence artificielle. Et alors, je vais essayer de donner une définition de ce que serait l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale. Et il me semble qu'une définition sur laquelle on peut s'accorder, c'est un ensemble d'algorithmes, de modèles et de données destinés à analyser les images médicales aussi bien, voire mieux, que ne le ferait un expert, et dans un but très précis qui est celui de guider le diagnostic, le pronostic ou l'action thérapeutique, c'est-à-dire le développement d'outils logiciels de médecine numérique. Alors, avec cette définition, on retrouve finalement les travaux qui sont menés par la communauté d'imagerie médicale computationnelle depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et la raison pour laquelle on invoque l'intelligence artificielle, c'est que dans ces problèmes, très souvent, les algorithmes ont des capacités d'apprentissage sur des données qui sont de plus en plus complexes, hétérogènes, voire massives. Et je vais juste donner deux exemples récents qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Gérard Berry, L'hyperpuissance de l'informatique. L'introduction de réseaux de neurones profonds en dermatologie qui permettent de classer des lésions comme étant bénignes ou cancéreuses avec des performances similaires à celles de dermatologues confirmés. L'entraînement de ces réseaux de neurones a été fait sur plus de 130 000 lésions, couvrant 2000 pathologies. Et un deuxième exemple dont on parlera cet après-midi, l'introduction en radiologie pour l'analyse de mammographie par l'entreprise Therapixel de réseaux de neurones profonds entraînés sur plus d'un demi-million de mammographies et qui permettent de séparer les mammographies normales des mammographies suspectes, aussi bien que ce que feraient des experts. Alors, on peut se poser la question, quand on voit ces exemples, j'aurais pu en citer d'autres en ophtalmologie par exemple, est-ce que l'apprentissage profond est devenu une solution universelle pour résoudre des problèmes d'analyse d'images médicales? Et la réponse est nuancée, parce que sur des sujets très précis comme cela, on a des résultats remarquables, mais on a quand même un peu l'effet boîte noire, le manque d'explication de la manière dont ça fonctionne, la possibilité d'erreurs grossières possibles. Là, c'est dans le domaine de la reconnaissance automatique des panneaux routiers. Il suffit de modifier quelques pixels de l'image de droite pour que l'interprétation devienne complètement différente, éventuellement catastrophique. Et puis, il faut avoir, pour des réseaux de neurones profonds qui peuvent avoir jusqu'à des millions de paramètres, il faut de très grandes bases de données. Celles-ci ne sont pas nécessairement disponibles pour toutes les questions qu'on a posées sur les images médicales. Il faut les étiqueter pour l'entraînement. Il faut des experts pour ça. Ça coûte très cher. Il faut que les bases de données soient représentatives de l'ensemble des questions qu'on peut poser dessus. Alors, quid des cas rares, qui par nature sont peu nombreux. Des sujets sains, lorsqu'il y a des images médicales invasives, par exemple créant une irradiation, est-ce qu'on peut inclure des sujets sains? Est-ce qu'il y a des biais liés à la population qu'on a choisie? Et puis, bien sûr, des problèmes de confidentialité liés à la création de grandes bases de données sur des données sensibles qui sont les données de santé. Alors, ce que je voudrais montrer dans cet exposé, c'est que le patient numérique, en exploitant en fait des modèles de l'anatomie, de la physiologie qu'on connaît bien, qu'on sait décrire, permet de profiter des outils modernes d'apprentissage en surmontant certaines des difficultés que je viens d'évoquer, notamment en permettant de contraindre l'apprentissage aux paramètres de modèles qui sont prédéfinis. Et dans ce cas-là, on peut donner un sens aux paramètres qu'on apprend. On peut avoir des ensembles d'apprentissage réduits. Je montrerai des exemples. Et puis aussi, cette modélisation de l'anatomie et de la physiologie permet de simuler des images avec une vérité terrain qui est connue grâce à la simulation, dont l'acquisition réelle est délicate ou l'étiquetage coûteux. Et ça permet de compléter, par exemple, des bases de données existantes et de les rendre plus représentatives du problème qu'on veut aborder. Alors, ce patient numérique personnalisé, je l'avais présenté lors des cours en 2014.
C'est un ensemble de modèles computationnels du corps humain, c'est-à-dire des algorithmes et des données qui décrivent l'anatomie et la physiologie du patient, qui s'appuient sur des représentations à différentes échelles, qui vont depuis la géométrie, les statistiques pour l'anatomie, jusqu'à des modèles physico-chimiques pour la physiologie. Et les paramètres de ces modèles, eh bien, on peut les identifier, on peut les apprendre à partir d'images et de mesures sur le patient. Et une fois qu'on les a appris, on dispose d'un modèle qu'on dit personnalisé, dont les paramètres sont utiles pour mieux interpréter les images et les signaux, c'est l'aide au diagnostic. Pour simuler une évolution, c'est l'aide au pronostic. Et puis pour planifier, simuler ou contrôler une intervention, c'est l'aide à la thérapie. Alors, dans cet exposé, je vais présenter quelques exemples qui mêlent images médicales, patients numériques, apprentissage automatique, et qui sont tirés des recherches courantes ou en marche, pour être plus d'actualité, de notre équipe avec nos partenaires, qui peuvent être académiques, cliniques et industriels. Alors, vous verrez probablement dans ces exemples une progression depuis des algorithmes qui s'appuient sur des modèles qui décrivent plutôt l'anatomie numérique, des modèles géométriques, statistiques, sémantiques du corps humain, jusqu'à des modèles qui décrivent le fonctionnement, la physiologie numérique, et qui s'appuient plutôt sur des modèles biophysiques ou biochimiques. Alors, un premier exemple sont des travaux que nous menons avec des chirurgiens d'implants cochléaires. Il s'agit de chirurgie guidée par l'image. On a développé un modèle géométrique analytique de la cochlée dont on a appris les paramètres. On a fait une analyse statistique des paramètres de ce modèle sur plus de 1000 sujets. Et cette analyse statistique des paramètres, elle permet ensuite de définir des algorithmes de segmentation bayésienne dans les images de nouveaux patients qui permettent de contraindre la segmentation et de la rendre précise et robuste. Et donc là, c'est un outil qui, en mêlant géométrie et statistique, permet en fait de fournir au chirurgien un outil pour mieux guider l'insertion de l'électrode. Un deuxième exemple, ce sont les travaux que nous avons menés avec l'Atlas intelligent en endomicroscopie. On a construit une base de données d'images d'endomicroscopie avec l'expertise associée à chaque image. Cette base de données, on peut l'indexer avec des invariants structurels qui sont calculés dans les images. Et lorsqu'on a une nouvelle image à interpréter, grâce à ces invariants, on peut la rapprocher des images visuellement similaires dans la base de données avec leur interprétation et donc guider de cette manière l'interprétation de la nouvelle image. Un troisième exemple, c'est dans le domaine des lésions cérébrales. Je vais montrer d'abord des lésions de sclérose en plaques, ensuite des tumeurs cérébrales. Alors pour les lésions de sclérose en plaques, il s'agit d'une collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle. On utilise de l'imagerie de résonance magnétique et de l'imagerie de tomographie par émission de positons pour repérer les lésions de sclérose en plaques et également pour identifier dans ces lésions, ce qu'on voit en rose dans l'image de droite, c'est la démyélinisation des axones. Et celle-ci, elle est révélée par un marqueur radioactif qui est révélé par l'imagerie de tomographie par émission de positons. Et ce qu'on voudrait faire, c'est éventuellement apprendre directement l'image TEP, qui est invasive, puisqu'on injecte un produit radioactif, à partir de l'IRM et à partir de séquences IRM qui sont à gauche, qui sont des séquences un peu sophistiquées, des séquences de transfert de magnétisation et des séquences de diffusion de l'eau. Alors pour faire ça, eh bien, on a entraîné des réseaux génératifs adversaires. On les a entraînés sur une petite base de sujets, 28 sujets seulement, mais ce qui représente déjà des millions de voxels d'exemples de relations entre les images IRM et les images TEP. Et à l'issue de cet entraînement, eh bien, on est capable de prédire les images TEP de façon suffisamment précise pour prédire ensuite eh bien, la démyélinisation dans les lésions de sclérose en plaques.
Donc là, un exemple d'apprentissage statistique pour remplacer une modalité d'imagerie. Sur les tumeurs cérébrales, eh bien, l'objectif, c'est, par exemple ici pour un glioblastome, c'est à partir de 4 séquences IRM qui sont visualisées ici, c'est de fournir aux médecins la segmentation des principaux compartiments de la tumeur, le cœur nécrotique, la région proliférante, l'œdème, l'infiltration. Alors là aussi, on peut utiliser des techniques de segmentation par apprentissage profond sur des bases de données qui sont disponibles publiquement. Sur quelques centaines de patients, on dispose d'une segmentation faite par des experts et on peut, avec des réseaux convolutionnels, par exemple 2D, combinés avec un réseau convolutionnel 3D, obtenir une segmentation précise de ces régions. Alors on peut aussi combiner cette supervision forte avec une supervision faible dans laquelle on rajoute des images dans lesquelles on a seulement l'information présence d'une tumeur ou pas de tumeur, des images qui sont beaucoup plus rapides à étiqueter que celles de la supervision forte. Alors, si on veut aller plus loin, eh bien, il faut avoir un modèle biophysique. Si on veut, par exemple, prédire une évolution de façon précise, si on veut planifier une thérapie également de façon précise, eh bien, on peut, par exemple, développer des modèles dans lesquels on va décrire l'évolution de la densité des différentes populations de cellules tumorales. On peut faire ça avec des équations de réaction-diffusion, avec des transitions statistiques qui vont tenir compte de la perfusion locale, donc des nutriments qui sont révélés par une modalité d'imagerie de perfusion. Et lorsqu'on a accès à cette information plus fine, qui est la densité des cellules tumorales, eh bien, on peut faire de la simulation. On peut utiliser cette simulation biophysique pour créer, par exemple, des centaines d'images IRM de synthèse dans les 4 modalités et utiliser donc l'information de ces images synthétiques avec la densité de cellules tumorales fournie par le simulateur pour entraîner un outil d'apprentissage statistique, par exemple des forêts aléatoires, à découvrir automatiquement la densité de cellules tumorales dans de nouvelles images IRM. D'abord des images de synthèse pour valider, et ensuite un transfert de l'apprentissage sur des images réelles. Alors là, on est allé plus loin. On n'a pas seulement la segmentation des compartiments de la tumeur, on a la densité des cellules tumorales, et ça permet, par exemple, de personnaliser une radiothérapie en combinant cette information avec un modèle biophysique de radiothérapie qui permet d'optimiser la dosimétrie et de passer d'un planning de dosimétrie standard à un traitement personnalisé qui prend en compte la densité des cellules tumorales. Alors, la dernière classe d'exemples que je voudrais montrer, c'est dans le domaine de la cardiologie. Alors, on sait que si on veut construire un modèle numérique du cœur, eh bien, il faut introduire 4 composantes. Une composante structurelle, géométrique, une composante électrique, une composante mécanique et une 4e composante hémodynamique. Alors, si on regarde la première composante, la composante géométrique, eh bien, on peut utiliser des outils d'apprentissage profond, par exemple sur la base de données UK Biobank, dont on va parler un petit peu plus tard. On dispose de milliers de sujets pour lesquels on a déjà une segmentation des 2 ventricules. Et on peut, avec des outils, des réseaux convolutionnels 2D ou 3D, extraire de manière automatique la géométrie des 2 ventricules dans n'importe quelle image cardiaque. Alors on peut essayer d'en rester à ce niveau géométrique et se demander si on peut apprendre, par exemple, la nature de la déformation entre les 2 positions extrêmes du cœur, en fin de diastole et en fin de systole. Et on a essayé, par exemple, d'entraîner un auto-encodeur variationnel conditionnel auquel on donne en entrée ces 2 images extrêmes du cycle cardiaque sur une base de données de 350 sujets. Et on a exploré l'information qui était encodée par ce qu'on appelle les variables latentes qu'on voit, c'est la variable Z, le petit carré qui tourne. Et on l'a projeté dans un espace de dimension réduite en essayant de faire ressortir les composantes principales. Et ce qui est intéressant déjà à ce niveau, c'est qu'on peut déjà séparer 2 types de pathologies. Les points rouges représentent des cœurs hypertrophiques. Vous
voyez qu'ils sont séparés des points bleu foncé qui décrivent des cœurs dilatés, de cœurs qui battent normalement et qui sont représentés en jaune. Donc on a déjà une information, donc une sorte d'apprentissage non supervisé pour ces trois types de mouvements, mais on voit qu'en revanche, pour les infarctus du myocarde qui sont en vert ou pour des anomalies du ventricule droit, eh bien, c'est très mélangé à l'intérieur. Et la raison pour laquelle on ne peut pas aller beaucoup plus loin, c'est qu'on est resté au niveau purement géométrique et que si on veut aller plus loin dans l'analyse du mouvement du cœur, eh bien, déjà, il faut raffiner le modèle anatomique. Alors, on peut le raffiner en introduisant la structure des fibres cardiaques, qui joue un rôle, bien sûr, très important à la fois au niveau électrique et mécanique, et puis en introduisant des informations orange là et jaune, qui sont la fibrose et les cicatrices, qui sont révélées avec une imagerie à produit de contraste. Alors ensuite, au-dessus de ce modèle anatomique raffiné, on construit le modèle biophysique, donc la composante électrique. Là aussi, ce sont par exemple des équations de réaction-diffusion qui vont décrire l'évolution d'un potentiel d'action électrique, qui vont prendre en compte la position de la fibrose et des cicatrices, et puis qui va animer un autre modèle, à nouveau des équations différentielles, qui vont décrire la contraction des fibres dans la direction des fibres au passage de l'onde électrique. Alors, lorsqu'on a ce modèle plus complexe, à la fois géométrique, biophysique, eh bien, on peut apprendre directement sur un patient, sur le patient auquel on s'intéresse, les paramètres à la fois du modèle électrique et mécanique, avec par exemple des techniques de filtrage optimal. Une fois qu'on dispose de ces paramètres, eh bien, on peut par exemple quantifier ici une insuffisance cardiaque, on peut suivre son évolution au cours du temps, et on peut même, on l'a montré sur quelques patients, utiliser ce modèle personnalisé pour prédire le bénéfice fonctionnel d'une intervention thérapeutique, par exemple une resynchronisation cardiaque avec un pacemaker. Alors, on peut faire passer à l'échelle cette méthode de personnalisation, et dans une thèse récente, par exemple, on a montré qu'on pouvait personnaliser plus de 120 cœurs. Alors, j'en montre juste 120 ici. Aucun d'entre eux ne bat de la même manière. Chacun a été personnalisé avec donc des paramètres électriques et mécaniques différents. On a utilisé pour ça des méthodes d'optimisation multifidélité. On a d'abord un modèle 0D qui permet grossièrement d'approximer les paramètres, puis après on raffine les modèles d'un paramètre 3D. Et on dispose aussi d'a priori statistiques pour contraindre les solutions. Et donc, on peut imaginer dans le futur passer à une échelle encore plus grande, sur des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de cœurs. Dans la base de données UK Biobank, on a par exemple à terme 100 000 participants dont on aura les images du cœur. Et espérer de cette manière, en rapprochant les paramètres des modèles personnalisés, interpréter les images d'un nouveau patient en l'amenant dans la région de cœur ayant des propriétés de forme et de mouvement similaires et bénéficier ainsi de l'interprétation qu'on avait à la fois diagnostique, pronostique et thérapeutique des patients déjà traités. Alors pour construire de telles bases de données, on peut utiliser le modèle biophysique pour simuler des données manquantes. Par exemple, dans la base de données UK Biobank, on a a priori des contrôles. Et si on veut créer des patients, eh bien, on peut, et on l'a montré, utiliser des séquences, par exemple IRM de contrôle, ajuster un modèle biophysique sur ces images, perturber le modèle biophysique en modifiant, par exemple, localement la viabilité des tissus, modifier les propriétés électriques et mécaniques, et créer l'image d'un battement d'un infarctus dont on connaît toutes les propriétés biophysiques puisqu'elle a été synthétisée. Et on a montré par exemple qu'avec seulement 15 séquences normales, eh bien, on peut créer 450 séquences simulées d'IRM dans lesquelles il y a des infarctus dont la localisation, l'étendue et la gravité ont été variables. Et on a montré ensuite qu'avec des techniques d'apprentissage qui sont des régressions sur les déformations dans un espace réduit, eh bien, on peut revenir des images pour retrouver la localisation des infarctus et leur étendue.
Alors, on peut également faire des choses similaires du côté électrique. On peut, par exemple, apprendre l'électrophysiologie par la simulation. Là, on a simulé les signaux qu'on mesurerait sur une veste d'électrode du patient pour différentes configurations des potentiels d'action électrique d'un cœur de synthèse. Et là aussi, on peut, avec des méthodes, par exemple, de régression bayésienne parcimonieuse, résoudre le problème inverse, retrouver le point de départ de l'activité électrique et la vitesse de conduction. Un tout dernier exemple, on peut également prédire des anomalies de conduction qui sont des cibles privilégiées pour l'ablation radiofréquence, avec de l'apprentissage sur des forêts aléatoires dans lesquelles on fournit à la fois des paramètres de texture de l'IRM, notamment dans la région des cicatrices ou de la fibrose, et qu'on augmente avec des données de simulation de l'électrophysiologie dans ces régions. Et on a montré qu'en combinant les deux, on avait des résultats plus précis, plus sensibles notamment de détection. Alors pour finir, c'est mon avant-dernière diapositive, je voudrais dire qu'on va de plus en plus vers des données qu'on pourrait qualifier d'holistiques. Beaucoup de bases de données fournissent des informations avec non seulement des images et des signaux sur un organe ou plusieurs organes ou le patient entier, avec des informations de biologie, de génétique, de métabolomique et des informations sur le comportement, le style de vie. Et nous avons démarré à Nice, par exemple, dans le cadre de notre IDEX, un projet de neuropsychiatrie numérique dans lequel on cherche une meilleure prise en charge des patients avec des maladies neuropsychiatriques en combinant les images, la biologie, la génomique et puis des informations sur le mouvement, l'activité du patient. Alors pour terminer, je voudrais dire que patient numérique et intelligence artificielle, ce sont de nouveaux outils informatiques au service de cette médecine aux 4 P, plus précise, plus personnalisée, plus prédictive, plus préventive. L'objectif, c'est de mieux soigner, non pas le patient numérique, mais bien sûr le patient réel. Je voudrais mentionner qu'il y a un numéro spécial de la revue Medical Image Analysis pour ses 20 ans, avec plus d'une trentaine d'articles de grands chercheurs du domaine qui présentent l'état de l'art et les perspectives. Ce numéro est en accès libre sur Internet. Et enfin, ma dernière diapositive, je voudrais dire que ces nouveaux outils informatiques sont là pour assister le médecin, pas pour le remplacer, et notamment pas pour remplacer un certain nombre de qualités, peut-être les 5 C, la compassion, la compréhension, la créativité, l'esprit critique, la conscience professionnelle, qui, je pense, reste encore aujourd'hui l'apanage de l'intelligence naturelle. Voilà, je voudrais remercier mon équipe et puis tous nos collaborateurs et vous remercier pour votre attention.